Vous vous souvenez de la grande sensation des années 90 en termes de science-fiction? J'ai nommé Men in Black. Si vous étiez né, vous vous rappelez un peu à quel point tout le monde parlait de ce film, à quel point tout le monde trouvait ça drôle, cool, impressionnant. Vous vous rappelez comment la VHS, elle brillait? Et oui, c'était la belle époque, l'époque où ce film était bien plus qu'une simple comédie familiale, et je vais vous expliquer pourquoi. À l'origine, Men in Black est un comic, comme Batman, pas comme Coluche, dont la première publication a lieu en 1990 et qui sert de base à l'univers du film, puisque dans la bande dessinée aussi, il est question d'agents en costard, notamment Jay et Kay, qui sont chargés d'enquêter sur la présence d'extraterrestres sur Terre et de flashouiller la mémoire des humains qui en auraient croisé par mégarde. En 1992, le couple de producteurs hollywoodiens Walter F. Parks et Laurie McDonald chope les droits du comic et engage Ed Solomon, qui avait coécrit l'excellente aventure de Bill et Ted et le film Super Mario Bros. Pour en tirer un scénario. Pour le porter à l'écran, c'est le réalisateur Barry Sonnenfeld qui est choisi par les producteurs, notamment parce que ceux-ci ont particulièrement apprécié ces deux films consacrés à la famille Addams. Après quelques conflits d'emploi du temps qui menacent la participation de Sonnenfeld, pendant lesquels les producteurs offriront aussi la réalisation du film à John Landis et Quentin Tarantino, qui la refuseront, toute l'équipe est finalement réunie et le projet se met enfin en place sous l'égide de Columbia Pictures et Amblin Entertainment, c'est-à-dire, entre autres, Steven Spielberg, un type qui touche sa bille en termes d'extraterrestres. Sans surprise, les effets numériques seront assurés par la boîte de George Lucas, Industrial Light and Magic, tandis que les maquillages, maquettes et animatroniques seront conçus par le fantastique Rick Baker, le génie responsable de la transformation du loup-garou de Londres, des effets de Vidéodrome, de Fantôme contre Fantôme et de bien d'autres. Au casting, Tommy Lee Jones et Will Smith interprètent Kay et Jay, convaincus par la présence de Spielberg sur le projet, tandis que Linda Fiorentino et Vincent D'Onofrio incarnent respectivement la docteure Lauren Weaver, médecin légiste téméraire et pince sans rire, et l'extraterrestre en costume d'Edgar. À l'époque où Men in Black sort au cinéma, les invasions aliens est un sujet dans l'air du temps. X-Files a pris la télévision d'assaut à partir de 1993, et au cinéma s'enchaînent des films comme Independence Day, Mars Attacks, Men in Black, Starship Troopers, Star Trek, Contact et d'autres encore. Les extraterrestres sont au pire à portée de main, ou au mieux déjà parmi nous. C'est l'idée qui transpire un peu de tout ce qui nous vient des États-Unis à l'époque. À tel point qu'Hollywood et réalité se confondent, puisqu'en 1993, un canular ravive le feu des théories du complot autour de l'affaire Roswell. L'affaire Roswell, c'est cette théorie selon laquelle un ovni se serait écrasé au Nouveau-Mexique en 1947 et aurait, depuis, fait l'objet d'études top secrètes menées par le gouvernement américain, qui serait bien au courant de l'existence d'aliens. Le canular en question, c'est cette célèbre vidéo d'autopsie pratiquée sur un corps d'extraterrestre plutôt bluffante, sauf que ces images sont une mise en scène montée par le producteur britannique Ray Santilli qui avouera en 2005 que le corps de l'alien était évidemment un faux et qu'il avait été fabriqué par un certain John Humphreys, lui-même faiseur d'effets spéciaux pour le cinéma. Mais trop tard, le mal est fait. Les théories du complot vont bon train et qui pourrait imaginer meilleure campagne de promotion pour tout un tas de films et de séries de science-fiction qui vont tabler sur la crainte d'une invasion alien à la même période. Si le projet Men in Black est antérieur à la sortie de cette vidéo, puisque le comic date de 90, ces différentes œuvres se sont forcément nourries et aidées les unes les autres. D'ailleurs, la scène de la découverte du petit alien Rosenberg dans la morgue de Men in Black n'est pas sans rappeler quelque chose de l'autopsie truquée de Roswell. Pour protéger mes yeux, j'ai besoin d'une télé de qualité. Et vous pourrez me dire qu'en fait, faut pas rester trop devant les écrans, mais ça, c'est un mensonge éhonté des lobbies de l'air pur et des balades en forêt. Mais nous, les détenteurs de la vérité, les platistes, on sait de quoi on parle. Pas ceux qui croient que la Terre est plate, ceux qui croient en la suprématie des écrans plats, bien évidemment. Et si, comme moi, vous ne jurez que par les 5 4K et HDR, c'est l'occasion que je vous parle de Sansvideo.com. Sansvideo.com, c'est nos camarades experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 17 magasins en France ou sur leur site internet. Cette fois-ci, je viens vous parler d'une télévision de Panasonic, la TV65W95AEG, et le numéro complémentaire le 15 parce que c'est le jour de mon anniversaire. Elle est normalement en vente à 1490 €, mais grâce au moins 27% dont vous pouvez profiter sur Sansvideo.com jusqu'au 31 mars, vous pouvez l'avoir pour 1090 €. À ce prix-là, pour une belle bête 65 pouces en Ultra HD, on est vraiment pas mal. Comme la plupart des télés dont on parle ici, cette Panasonic est parfaitement équipée pour être compatible Dolby Atmos, même sans barre de son, et côté visuel, vous avez du Dolby Vision et le HDR10+. Sa particularité, c'est de fonctionner avec un système de mini LED, ce qui vous donne une dalle rétroéclairée qui permet d'assurer les meilleurs contrastes d'image. C'est bien sûr essentiel pour vos films et vos séries, mais c'est aussi vachement bien pour vos jeux vidéo. Et justement, je voulais aussi parler de la fréquence de rafraîchissement de l'image qui va jusqu'à 144 Hz, ce qui est bien pratique
pratique quand vous jouez à des jeux un peu nerveux. Moi par exemple qui joue beaucoup à Marvel Rivals en ce moment, j'ai besoin de cette fluidité pour humilier mes adversaires avec Penny Parker, meilleur personnage. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description et pour rappel, la promotion est disponible jusqu'au 31 mars et n'hésitez pas à visiter le reste du catalogue de sonvideo.com. C'est évident, au moment où Men in Black sort en salle, les États-Unis ont manifestement de bonnes grosses angoisses à exorciser. Le spectre de la guerre froide est juste là, et donc celui de la course à l'espace n'est pas si loin derrière. Pour rappel, la course à l'espace, c'est cette période entre les années 50 et 70, pendant laquelle les États-Unis et l'Union soviétique sont entrés dans une compétition féroce pour être au top de la conquête spatiale. Les deux événements les plus connus étant le premier homme dans l'espace pour les soviétiques avec Yuri Gagarin en 1961, et le premier homme sur la Lune pour les Américains avec la mission Apollo 11 en 1969. Être les premiers, être les meilleurs, être le modèle de société parfait et irréprochable, ça a toujours été un peu le mantra des États-Unis, qui aiment parfois à oublier les massacres de natifs américains qui sont au fondement de leur civilisation actuelle et qui ont désespérément besoin de s'inventer une grandeur que leur passé inexistant ne peut pas leur offrir. C'est un peu cette peur d'être un colosse aux pieds d'argile qui transparaît dans le fantasme de l'invasion extraterrestre et qui est symbolisée sans aucune subtilité sur l'affiche d'Independence Day en 1996, film qui porte le nom de la fête nationale américaine et dont l'affiche montre ni plus ni moins que la Maison Blanche qui se fait pulvériser par une énorme soucoupe volante. Un film dont le héros est d'ailleurs incarné, là aussi, par Will Smith, un an avant Men in Black. Chose assez ironique puisque Men in Black est vraiment une sorte de contre-pied total du film d'envahisseur classique. Et en parlant d'envahisseur, il faut bien parler de la peur ô combien ancestrale, de l'immigration et de tout ce qui s'en rapproche. Les films de genre mettant en scène des personnages extraterrestres recouvrant bien souvent une métaphore sur la différence, le rapport à l'étranger, etc. Men in Black met tout de suite les pieds dans le plat en jouant sur le double sens du mot alien, qui peut vouloir dire extraterrestre, mais qui est aussi utilisé dans la vie de tous les jours en anglais pour dire étranger, tout simplement. Bref, sous ces airs de comédie légère, ce qu'il est, Men in Black est un miroir tendu à un pays en proie à des angoisses propres aux années 90. Et encore une fois, c'est le cas de nombreux films d'aliens, surtout à cette époque. Mais Men in Black a une approche vraiment spécifique. Déjà du fait qu'il s'agisse d'une comédie, sauf que vous allez me dire que l'année d'avant, on avait quand même eu droit à Mars Attacks de Tim Burton, c'est vrai, à la différence que Mars Attacks accusait un ton beaucoup plus cynique que Men in Black, et que malgré son happy ending, le film n'offrait pas vraiment de rédemption ou de résolution au pays qu'il s'amusait à enfoncer. Et tant mieux peut-être. Ce qui permet à Men in Black d'être un peu plus subtil et de proposer un autre type d'humour autour de la thématique des envahisseurs, c'est que le postulat implique que les extraterrestres sont déjà présents parmi nous, dans la vie de tous les jours, dont Steven Spielberg, George Lucas et Stallone si on en croit cet écran, et qu'ils sont pris dans les mêmes rouages administratifs à la con que tout le monde subit au quotidien. Rappelez-moi de déclarer mon URSAF en commentaire d'ailleurs. Le parallèle avec l'immigration est donc encore plus poussé, parce que les personnes venues de l'espace n'arrivent pas d'un bloc de manière offensive, mais circulent comme elles peuvent, vivent et travaillent dans les villes et sont bien souvent pas spécialement reconnaissables puisqu'ils prennent une apparence humaine ou parfois volent carrément la peau d'êtres humains. On voit tout de suite à quel type de discours politique ça peut faire écho, cette idée qu'on se fait remplacer, voler nos jobs, etc. par des personnes qui ne seraient pas de chez nous. On n'aime pas trop les gens dans ton genre par chez nous. Heureusement, Men in Black est très conscient de cette lecture et va sans cesse en jouer et la déjouer. Le ton est donné dès la première séquence, au cours de laquelle Kay et son acolyte vont contrôler en pleine nuit une camionnette qui transporte des passagers clandestins. La patrouille de contrôle aux frontières, censée arrêter les immigrés, est tournée en ridicule, tandis que nos héros, eux, bien virils et bien patriarches, accueillent les passagers en leur disant carrément « bienvenue aux États-Unis » et en montrant de la compassion envers leur détresse et leur parcours. Bref, le genre de scène bien frontale, bien clair dans son message, qui, aujourd'hui, ferait presque passer Men in Black pour un manifeste engagé, tant ce genre de choses n'arriverait plus dans un blockbuster familial aujourd'hui. Mais parmi les aliens, dans le sens d'étrangers, se trouve un alien dans le sens de alien. Un être qui, lui, va se retrouver en but au contrôle des Men in Black, chargé de surveiller les activités des réfugiés extraterrestres sur Terre. Bon, et accessoirement, il va se faire exploser la tronche pour éviter qu'il ne boulotte le Boy Scout. Avec cette séquence, le film déplace le curseur de la crainte de l'étranger en représentant très clairement des passagers clandestins plutôt réalistes, accueillis à bras ouverts par les héros, et en représentant, à côté, une version fantastique et fantasmée du passager clandestin dangereux qui est l'extraterrestre. Une manière de parler de situations réelles avec recul et humour tout en reléguant le type de flicage que font les Men in Black à une dimension complètement science-fictive. Bien sûr, le fait que Will Smith, un acteur noir, incarne le rôle de Jay, dont le point de vue dicte la narration du film, est aussi pris en compte dans le discours.
Chose assez inévitable quand vous mettez en scène le rôle d'un policier qui se met à contrôler les faits et gestes d'une minorité de réfugiés. D'ailleurs, les choses n'auraient pas eu la même résonance si des acteurs comme Chris O'Donnell ou David Schwimmer, qui s'étaient vus offrir le rôle, avaient fait le film. En l'occurrence, David Schwimmer avait refusé l'offre à l'époque pour honorer ses engagements auprès de sa troupe de théâtre. Il a reconnu depuis qu'il était sans doute passé à côté d'une grande célébrité, au profit de Will Smith, et en même temps, qui sait si le rôle aurait aussi bien fonctionné avec son interprétation. Et puis la malédiction a poursuivi Will Smith aussi, qui, juste après, refusa le rôle de Neo dans Matrix pour tourner dans le très oubliable Wild Wild West, réalisé par le même Sonnenfeld que Men in Black. On peut pas avoir du flair dans 100% des cas. Toujours est-il que le personnage de Jay est aujourd'hui indissociable de ce que lui a apporté Will Smith, et dans un film au sous-texte aussi évident sur le racisme, ça passe aussi par sa couleur de peau, bien sûr. La séquence du test de tir où Jay justifie de n'avoir shooté aucun des aliens en carton en arguant que malgré leur aspect différent, ils ne faisaient que mener une vie tranquille dans leur cité, et ben, c'est pas la même chose si vous faites dire cette réplique à un blanc. Même chose pour l'affrontement final, au cours duquel Jay va retenir le cafard géant sur Terre en écrasant des insectes sous ses yeux pour le provoquer, en lui disant que lui et sa famille de cafards ne sont que de la vermine et qu'ils se ressemblent tous. Jay resserre très clairement à ce moment-là des discours racistes et clichés dont on peut imaginer qu'il a été la cible. Encore une fois, ça n'aurait pas été du tout la même chose avec Chris O'Donnell ou David Schwimmer, et c'est beau de voir la manière dont le sous-texte du film a été enrichi en fonction de la spécificité de son casting. Mais il n'y a pas que par son sous-texte et son humour que Men in Black tire son épingle du jeu dans les productions venues de l'espace. Et comme j'ai mentionné Mars Attacks, je pense que là aussi, comme je l'avais fait dans ma vidéo sur Fantôme contre Fantôme et dans ma vidéo sur Coraline, il faut un peu que j'explique en quoi Men in Black est un film très burtonien sans Tim Burton. Bon, c'est déjà assez évident dès les toutes premières images. La caméra qui suit la libellule et qui survole le paysage avec les noms qui apparaissent au centre de l'image, c'est à peu de choses près le même genre de modèle que le générique de Beetlejuice, sorti une dizaine d'années auparavant. Oui, dans le générique de Beetlejuice, il n'y a pas de libellule, mais il y avait bien une sorte de danse macabre composée par Danny Elfman, également responsable de la musique de Men in Black, dans laquelle on retrouve des accents très reconnaissables de ce compositeur, aujourd'hui accusé dans tous les sens de sévices sexuels, pardon, mais j'étais obligée de le dire. Autre élément très burtonien du film, les décors réalisés par Bo Welch, également chef déco sur Beetlejuice, Édouard aux mains d'argent, Batman le défi et Beetlejuice 2, dont le style a largement participé à la définition de l'esthétique burtonienne des années 90. Avec sa recherche de décors type années 60, puisque l'organisation secrète du MIB a été fondée à la suite du traité de paix entre les Terriens et les aliens établi en 1961, Bo Welch façonne le monde parallèle des Men in Black comme quelque chose qui ressemble à un futur vintage, à un univers futuriste tel qu'on l'aurait imaginé, mais dans le passé, avec un côté design, mi-kitsch, mi-postmoderne. Le genre de futur qui ne fait plus vraiment partie de l'imaginaire de nos films de science-fiction d'aujourd'hui, et c'est bien compréhensible. Dans les décors conçus par Welch, on reconnaît cette association de formes très amples et très graphiques, avec des couleurs au contraire douces, que ce soit des gris et des pastels, chose qu'on a vu aussi chez Tim Burton. En tout cas, le réalisateur met l'accent sur ces décors et sur l'architecture en général dans le film, comme avec la façade du musée Guggenheim qu'on voit ici dans cette scène. Il a d'ailleurs tenu à tourner à New York pour se servir de l'architecture cosmopolite de la ville, et de son mélange d'immeubles anciens classiques et de constructions plus étonnante et moderne. Ces façades et ces bâtiments soulignent la part d'étrangeté dans un urbanisme moderne qui, dans la réalité, nous semble purement humain, mais qui, dans Men in Black, donne l'impression d'une empreinte de culture extraterrestre sur Terre, et aide à imaginer notre planète comme cette zone neutre d'accueil pour réfugiés interplanétaires. Réfugiés sur Terre parce qu'en échange de cette paix et de cet accueil, les extraterrestres apportent leur technologie évoluée au MIB, une idée qui rappelle encore un peu la course à l'espace, je trouve. Bref, cette rencontre d'un monde burtonien à la Mars Attacks, mais avec un ton plus familial, je trouve que ça fait de Men in Black le film de la rencontre entre l'univers de Tim Burton et celui de Steven Spielberg, qui était producteur exécutif sur le film, je le rappelle. D'ailleurs, on notera le clin d'œil à Amblin et à E.T. lors du générique, avec cette image de la libellule qui passe devant la Lune. Hormis cette atmosphère si particulière, l'une des raisons qui font que le film a été une telle réussite, parce qu'il a quand même été 3e au box-office mondial de 97, seulement dépassé par Titanic et Le Monde Perdu, engrangeant presque 590 millions de dollars après en avoir coûté seulement 90. Chiffre hors inflation, vraiment pas mal du tout en tout cas. Bref, je disais que si le film a été une telle réussite, c'est aussi grâce à son humour, qui, figurez-vous, n'a pas trop vieilli aujourd'hui. Ça, c'est grâce à des gags visuels super bien rythmés, des idées bien vues pour humaniser les extraterrestres, et un second degré permanent, même dans les scènes d'action, qui évite au film de tomber dans la glorification du système américain. Et aussi de pures trouvailles comme ce fichu cafard géant en costume d'Edgar, qui est vraiment la performance du film de la part de Vincent D'Onofrio. Et son look est incroyable, hein. C'est évidemment le travail du maquilleur Rick Baker, qui a conçu l'apparence d'Edgar, tout comme il a conçu énormément de maquettes et d'animatroniques pour le film, même si certains d'entre eux seront animés, complétés ou parfois remplacés, dans le cas du cafard géant du climax, par le travail numérique d'Industrial Light and Magic. Aujourd'hui,
Tout comme l'humour du film, les effets du film ont très peu vieilli, parce qu'une grande partie a été réalisée en dur, sur le plateau, avec une étroite collaboration entre marionnettistes et modélisateurs 3D, en somme la même recette qui avait fait la réussite des effets spéciaux de Jurassic Park quelques années auparavant. Quand on voit ça, on se dit qu'on est quand même très loin de la soupe d'aliens numériques informes qu'on nous a servi dans Ant-Man 3 par exemple. Oui, je sais, c'est bon, c'est pas des extraterrestres à proprement parler dans Ant-Man 3, mais franchement c'est pensé exactement de la même manière. Lâchez ma veste, ce qui compte c'est de saisir l'occasion de dire que Ant-Man 3 c'est de la merde. Je crois qu'on peut quand même citer au moins un truc qui a vieilli, même si en vrai, bon, il y en a plus que ça, c'est le traitement du personnage féminin, qui partait pourtant bien avec une femme au tempérament fort et indépendant, qui, au-delà de 2 ou 3 blagues à teneur sexuelle, ne sert finalement qu'à faire la demoiselle en détresse et à conclure le film sur l'idée d'un nouveau départ après la retraite de Kay. Dommage parce que Linda Fiorentino donne une super aura à son personnage, mais elle sera malheureusement évincée de Men in Black 2 et 3, qui de toute manière ne sont absolument pas à la hauteur du premier. D'ailleurs, si les classements et les films d'extraterrestres vous intéressent, n'hésitez pas à passer sur le site d'Écran Large, où vous pourrez retrouver notre article sur les 10 meilleurs films d'invasion alien, mais aussi nos critiques de films, dossiers d'analyse, etc. Même que pour pas cher, vous pouvez vous abonner, ce qui nous soutient très fort et vous donne aussi accès à plein d'articles réservés aux abonnés, comme, au hasard, mon analyse du plan final de Conclave qui révèle le sens profond du film. Waouh! Et si vous n'avez pas de thunes, abonnez-vous donc à cette chaîne et laissez un commentaire, ça mange pas de pain. Bref, revenons à nos aliens. Men in Black, aujourd'hui, c'est plus qu'un film culte des années 90 qu'on regarde avec un plaisir régressif. C'est un véritable témoignage temporel d'une Amérique pétrie de questionnements, prise entre la fin de la guerre froide et les prémices de la crise sociale et politique qu'elle connaît aujourd'hui. Le tout saupoudré d'un soupçon de paranoïa envers le gouvernement. Évidemment, les extraterrestres, eux, ne sont jamais que le prétexte qui permet d'extérioriser tout ça. Depuis, la névrose américaine se porte pas mieux, puisque les aliens continuent de traduire, encore et toujours au cinéma, les angoisses de toute une espèce, et que ce soit avec La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, Under the Skin de Jonathan Glazer ou Nope de Jordan Peele, il faut croire que l'humour qu'on trouvait le courage d'avoir à l'époque de Men in Black est de moins en moins d'actualité. Bon, ok, je suis un peu de mauvaise foi, il faudrait aussi que je cite Paul, Asteroid City et d'autres, mais bon, vous voyez la tendance. Voilà, écoutez, le but de cette vidéo, c'était à la fois de partager un peu de nostalgie avec vous, et en même temps de rappeler que Men in Black, film de notre jeunesse, était bien plus qu'une comédie, mais était surtout le miroir de toute une époque pour les États-Unis, avec un discours politique très fort et toujours terriblement d'actualité, raconté à travers le prisme des extraterrestres comme ça n'avait jamais été fait auparavant. Si ça vous a plu et que vous en demandez encore, restez dans la science-fiction avec ce cher Alexandre et sa critique vidéo de Mickey 17, vers l'infini et au-delà.